Merci beaucoup Muriel. Donc, je vais dire quelques mots à propos d'Anand pour saluer sa présence, le remercier beaucoup de sa présence. Il vient de loin, mais en passant par Londres. Donc voilà, il est absolument voilà, dans un moment où son œuvre est découverte et redécouverte en Occident. C'est une œuvre, vous allez le voir, de documentariste essayiste, extrêmement exigeante, rigoureuse et totalement ancrée dans les nécessités des luttes et des conflits et dans la nécessité, en quelque sorte, de s'élever à tout instant contre l'injustice, quelle que soit la nature de celle-ci. Anand réalise des films depuis 1971. Sa filmographie compte à ce jour une quinzaine de films de toute longueur, depuis quelques films qui durent 5 minutes, sous forme de vidéoclips, jusqu'à des grandes fresques de 3 heures. Et au cours de cet hommage, nous allons montrer exclusivement des films que Anand a choisis lui-même, en pensant que ce seraient les films les plus pertinents pour un public, non pas français, mais en France. Et donc c'est une sorte d'autoportrait en programmation qu'il nous propose. Et je pense que beaucoup d'entre nous, au-delà d'un cercle de spécialistes, bien sûr, va découvrir à la fois évidemment une œuvre, mais aussi des pans entiers de l'histoire de l'Inde, beaucoup d'événements, de figures aussi politiques très, très méconnues. Tout jeune homme, Anand Padwardhan a commencé par lutter en citoyen aux États-Unis, en Inde bien sûr, et au Canada. Il a été formé d'abord en tant qu'activiste, notamment aux côtés de militants agricoles. Et je voudrais dire que, outre son travail de cinéaste, je ne pense pas que lui nous en parle, mais son engagement va si loin qu'il a par exemple conduit dans les années 80 une grève de la faim, et pas pour ses propres intérêts, mais pour défendre une catégorie de population indienne, ce qui nous fait évidemment beaucoup penser à une grande figure aussi de militant français qui est bien sûr René Vauthier. Alors, au nom de quoi cet engagement et comment? Alors c'est lui qui va nous dire, mais je voudrais quand même mentionner cette formule superbe qu'il a eue à Sheffield en 2010. Il a dit « Idéologiquement, j'ai toujours été pris entre Gandhi et Marx. » Et je demeure ainsi. Donc Gandhi et Marx, évidemment, et Anand sont traversés, en dépit de leurs différences, par une même nécessité qui est de repenser le monde à partir des plus déshérités, c'est-à-dire les plus pauvres des plus pauvres, voilà, qui exigent en quelque sorte de faire basculer tous les points de vue et de reprendre les choses à partir de leurs conditions à eux. Mais en même temps, évidemment, ce sont deux voies de combat extraordinairement opposées, antagonistes, donc la voie pacifiste et une voie qui n'exclut pas la lutte armée. Et donc les deux solutions pour, en quelque sorte, ne pas être pris en tenaille par ces deux modèles de lutte révolutionnaire, c'est d'une part la syndicalisation, donc qui sera le sujet de l'un des premiers films d'Anand, donc qui n'est pas montré, qui s'appelle A Time to Rise, qui est consacré à la constitution d'un syndicat au Canada, et bien sûr le cinéma lui-même, donc qui est cette arme aussi puissante de longue portée sur le long terme que évidemment non violente. Alors une autre caractéristique très importante de son engagement, c'est qu'il finance lui-même en grande partie ses propres films. C'est évidemment une condition de l'indépendance. Donc il les finance grâce à son travail d'enseignant, de conférencier de par le monde. Et c'est là encore quelque chose voilà, qui détermine la liberté absolue de son cinéma. Et puis un dernier fait dont il ne nous parlera peut-être pas non plus, c'est le fait qu'il chante. Que ce soit sur scène ou pendant les manifestations. Et ça résonne évidemment beaucoup avec certains de ses films qui sont basés sur des chansons et aussi certains moments musicaux particulièrement beaux de son cinéma. Donc ce qu'on va découvrir à partir de ce soir, donc programmé dans un ordre à peu près chronologique, voilà, c'est un cinéma qui au cours des années a en quelque sorte porté le fait de filmer du côté de sa nécessité civile. Et je vais terminer donc en citant Anand avant de lui laisser la parole. Je considère mes films comme les instruments d'un processus démocratique qui favorise le dialogue au-delà des fractures naturelles ou causées par l'homme. Mais quand a lieu un dialogue virtuel
entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas, c'est à ces derniers de choisir la forme et le contenu du dialogue. Et c'est à la réussite de cette tentative que l'on peut, selon moi, évaluer le succès de mes films. Voilà le critère selon lequel regarder cette œuvre. Merci Gilles, donc qui traduit tout à tout allure. Et merci beaucoup Anand, je vous laisse la parole. Well, just welcome everyone, and it's great to see so many people, even on a night when my good friend Nicola's film is showing premiere at the same time. Oui, bonjour et bienvenue. Merci d'être venus si nombreux, même ce soir où c'est effectivement la séance du film de Nicolas Philibert qui est visionné en haut. Merci. As Nicole said, this is arranged in a chronological order, and we start with two black and white films. One is Waves of Revolution, and the other is Prisoners of Conscience. Donc effectivement, comme m'a dit Nicole, on va montrer les films en ordre chronologique et ce soir on va commencer par deux films noirs et blancs, Waves of Revolution, les vagues de révolution pour démarrer, suivi de Prisoners of Conscience, les prisonniers de conscience. These days I don't show these films so often because I'm preoccupied with showing my newer works, works in the last 20 years or so, but these are much older. But Nicole said that in Paris people love black and white. So. À vrai dire, ces deux films-là, ce sont des films vraiment de début de carrière et je ne les montre pas beaucoup. Ces jours-ci, je me concentre plutôt de montrer les films que j'ai réalisés depuis 20 ans. Mais comme Nicole m'a dit qu'en France, à Paris, on adorait les films noirs et blancs, alors vous allez les voir. Waves of Revolution is my second film. The very early film I made when I was a student in America in 1970, there were anti-war protests against the Vietnam War, and I filmed. That never became a film. It was just my early introduction to the camera. Oui. Pardon. Les vagues de révolution, en fait, c'est mon deuxième film. J'ai filmé j'ai fait du métrage. C'était quand je découvrais la caméra. Quand j'étais aux États-Unis en 70, je filmais ce qui se passait avec les protestations, mouvements de protestation anti-guerre de Vietnam. Donc c'est mon deuxième tentative et mon premier vrai film. I went back to India in 1972 and I worked in a village for a few years doing voluntary work and slowly fell into filmmaking when there was a major student movement which began as a student movement and then became a people's movement in Bihar in 1974. Oui, je suis retournée en Inde pour travailler comme bénévole dans un village et il y avait un mouvement à l'époque de proteste, un mouvement d'étudiants qui a... ça c'était en 72 74. Oui, en 94. 74, excusez-moi. Initially, it wasn't that I was going to make a film, I was part of the movement, but people asked me to take photographs on a particular day because there were, this movement was largely non-violent, expressly non-violent, but the police and the state was using violence against the people. So on a day when there was a big demonstration called, I was asked to take photographs to document the police atrocities. But I was able to get a Super 8 camera from a friend and we filmed the day's events in Super 8. Oui, au départ, en fait, je ne pensais pas tourner un film sur ce mouvement grandissant au Bihar, mais on m'avait demandé de prendre quelques photos d'une grande manifestation qui devait avoir lieu. Et en fait, je me suis procuré une caméra Super 8 et j'ai emmené ça, j'ai apporté ça pour filmer notamment la violence policière contre les manifestants. And for those who remember what Super 8 is, it's a very tiny film, celluloid film, but it was always reversal stock, so there was no negative.
every time we showed the film, we would scratch it. So it was disappearing as we watched it. Oui, et pour vous, ceux parmi vous qui peut-être vous vous souvenez de Super 8, en fait, c'est une toute petite pellicule argentique, sans négatif. Donc chaque fois qu'on montrait ce film, ça s'égratignait, il y avait des égratignures, ça se détruisait au fur et à mesure. So we had no money, obviously. So I decided to. By this time, I also borrowed, and I got a friend who had a 16mm camera that he had just bought, an old Bell & Howell which you wind up and shoot for 30 feet at a time. Oui, About 1 minute. j'avais aussi, il y a un ami qui a pu emprunter une vieille caméra 16 mm, un Bell & Howell, où on devait remonter à la main et qui tournait pendant 30 minutes à la fois. C'est comme ça. 30 mètres, excusez-moi. And the Super 8 footage then, that was the most dramatic footage because it was of police violence. We projected it on a screen and refilmed it with a 16mm camera to make a blow-up. Et le métrage qu'on a tourné sur les violences policières, en fait, on projetait ça sur un écran et avec la 16 mm, on filmait la projection à l'écran. Anyway, so I'm just making excuses for why the film is technically so bad. En fait, je trouve des prétextes à vrai dire pour vous expliquer pourquoi, enfin, expliquer la mauvaise qualité du film. Voilà. And then when the film was completed in 1975, very soon after the completion of the film, there was a state of emergency declared in India. Et très rapidement après l'achèvement de ce film, en 1975, on a déclaré l'état d'urgence en Inde. And the people that had been filming, the people who were participating in the movement went underground or were jailed. Et très rapidement, en fait, ceux qui luttaient au billard, qui apparaissaient dans le film, en fait, ont disparu très rapidement pour mener une vie clandestine où on les a mis en prison. Yeah, so it was a kind of a martial law, which at this point then I tried to show the film in India to very small audiences, making sure that the people already agreed with us and would not report this to anyone. Donc j'ai essayé de montrer ce film à des petits groupes de personnes, m'assurant au préalable que c'était des gens vraiment, des sympathisants qui n'allaient pas nous trahir. But then I also cut a few prints into pieces, smaller pieces, and then had them smuggled out by different people who were leaving the country. Mais j'ai aussi découpé en petits morceaux quelques copies du film et je les ai fait partir clandestinement de l'Inde à l'étranger. Then I also got a teaching assistantship in Canada in the university in Montreal, and then over there I was able to gather the pieces and complete the film with the English narration on top of it. Et puis j'ai trouvé du travail comme assistant à l'université de Montréal au Canada, et c'était à ce moment-là que j'ai pu reconstituer en recollant ces petits morceaux de film. In 1977, to our surprise, because we thought this emergency is going to last a very long time and the dictatorship, but in 1977 Indira Gandhi called for elections, partly because there was so much international pressure about loss of democracy in India. And in the elections, she lost the elections. And so the emergency ended through the ballot box. Et nous, à notre grande surprise, l'état d'urgence a pris fin en 1977. Nous, on pensait que ça allait durer beaucoup plus longtemps, mais c'est l'élection avec Indira Gandhi qui a mis fin à l'état d'urgence. On peut dire en fait qu'il y avait beaucoup d'opposition à l'état d'urgence et finalement, suivant les élections, on a décidé d'arrêter cet état de fait. Okay, now I'm going to start. By this time the film had been completed and we were showing it, so after the emergency ended I could show it in India openly.
Et une fois l'état d'urgence fini, bon, j'avais montré un tout petit peu avant, mais après les élections, j'ai pu le montrer assez librement en Inde. But even though the emergency had ended, a new government came to power promising democratic rights, some political prisoners were not released. They didn't release everyone. Those who were accused of having a violent ideology were not released. Et malgré le fait que c'était une opposition qui a pris le pouvoir donc après les élections, c'est pas tous les prisonniers politiques qui étaient libérés. Ils ont gardé en prison certains opposants en fait qui étaient renommés pour leur vue violente. And these were people who were fighting in the northeast. They were also Maoist guerrillas. So I decided to continue making a new film about political prisoners, both before the emergency, during the emergency and after it. Et en fait, la lutte continuait surtout au nord-est de l'Inde avec la guérilla maoïste. Et j'ai décidé de faire un film par la suite sur ces prisonniers politiques, c'est-à-dire avant, pendant et après l'état d'urgence. And this film is Prisoners of Conscience, so I'm not going to come back to introduce that one. So this film was made after, I had actually begun it during the emergency because I met some political prisoners who were released during emergency, one prisoner actually. And later I was able to film with other people who got released after the emergency. So this film was completed in '78. Oui, donc ce film, je l'ai fait pendant l'état d'urgence et j'ai rencontré notamment un prisonnier en particulier. Plus tard, j'en ai rencontré d'autres, mais j'ai démarré donc le film pendant l'état d'urgence et je l'ai fini en 77. And both these films were used by the growing civil liberties movement in India. Et ces films, les deux, étaient très utilisés par les mouvements toujours grandissants qui luttaient pour les libertés citoyennes. Okay, thanks. Voilà. Pouvoir poser quelques questions dans un petit quart d'heure seulement pour disposer de cette salle. Donc si vous avez des questions à poser, en français ou en anglais, ou toute autre langue, et Gilles est là pour les traduire. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? En fait, on est complètement aveuglé par les lumières. Quelqu'un, vous avez une question, c'est ça? Oui. Ben, vous pouvez venir la poser ici, en fait. On va improviser en attendant qu'un micro arrive. It's very minor. I just noticed at the end that one of the people you thanked is Mani Kaul, and I guess I wanted to know a little bit more about his relationship to your work. Mani, just after the emergency, during the emergency when we were showing the earlier film, Underground, Mani was one of the people who helped me to do screenings at that time. And there were many people that I thanked who are well known today, like Sham Benegal and other people like that. I also took a lot of outdated raw stock from people who couldn't use it in their films because it was unlikely to be good, but I took a chance. I used some color film that had been very outdated and I turned it into black and white. In black and white, you could still see some image. Oui, en fait, effectivement, Mani Kaul, il était parmi les personnes qui m'avaient aidé à faire circuler, faire montrer le film que vous avez vu avant, de façon clandestine. Et il y avait beaucoup de gens, en fait, qui ont participé. J'ai même pris des rushs, en fait, des choses pas montées, d'autres personnes qui avaient tourné d'autres images à cette époque-là, même les images en couleur, que j'ai transformées en noir et blanc pour les utiliser aussi.
There's also Meera Nair in the credits because she was interning with me in those days. Meera Nair. Oui, et Mirana aussi, elle était stagiaire avec moi à cette époque-là. Est-ce qu'il y a... And also Pradeep Krishan, who was later was married to Arundhati Roy. Un Pradeep Krishan qui a épousé plus tard. Thank you. There is no question, I will ask one. I know you didn't talk about your formation, education and youth. So could you tell us a bit about what led you to such films? That's hard to say, but... Juste en français, vous avez compris tout le monde? Non, vous n'avez pas parlé de votre jeunesse, votre formation, éducation. Vous pouvez nous en dire quelques mots. But in 1970, I had done a BA in English literature from Bombay University, and then I got a scholarship to America, and I did another BA in sociology. Oui, au départ, j'ai fait en fait un diplôme universitaire en littérature anglaise à Bombay, Bombay University. Oui, à l'université de Bombay. Puis j'ai reçu une subvention pour aller, une bourse, pour aller étudier. Et j'ai fait une autre diplôme en sociologie aux États-Unis. Yeah, but then in America I didn't go to class very much because it was during the Vietnam War and we were all doing protests. But I still got A's in my course because my professor and we both went to jail against the Vietnam War. Oui, il faut dire que je ne faisais pas beaucoup d'études à l'époque parce qu'on était en plein mouvement de protestation contre la guerre au Vietnam. Néanmoins, j'ai réussi à avoir des A, un score très bien dans mes examens parce que mon professeur et moi, on s'est tous les deux trouvés en prison à cause de nos protestations. And then after I finished my BA in America in 1972, came back to India and worked in a village, and then, as I said, I went to Canada to do my master's, but I interrupted that because the emergency ended and I came back to India. Oui, donc effectivement, je suis revenue en 72 pour travailler dans un village en Inde, puis je suis repartie au Canada pour faire un master's à l'université là-bas, comme je vous ai dit, mais j'ai interrompu quand même mon séjour là-bas parce que l'état d'urgence a pris fin en 77, donc je suis rentrée en Inde. So basically I never learned filmmaking. It was, that happened through trial and error, and what you see in these early films is more of the error. Et donc je n'ai jamais vraiment fait d'études pour réaliser des films, c'était plutôt un processus, un apprentissage sur le tas, j'ai appris par mes erreurs, et ce que vous venez de voir là, c'est peut-être pour la plupart mes erreurs. Je trouve que c'est un film qui a, enfin le deuxième film notamment, qui a beaucoup de force, et qui est important pour moi, et je pense pas seulement, aussi parce qu'il montre une Inde qu'on ne connaît pas vraiment. Je pense que on dit souvent de l'Inde que c'est la plus grande démocratie du monde, mais ce que l'on voit là, c'est terrifiant. Alors, est-ce que c'était lié seulement à l'état d'urgence, ou est-ce qu'en Inde, dans les prisons aujourd'hui, on continue à torturer, à tuer? I would say that the emergency was a time when the repression, state repression, became most open and for everyone to see, because they didn't discriminate between classes. They put everybody in jail, whoever was slightly critical of government. Je pense que pendant l'état d'urgence, effectivement, c'était le moment où la torture de l'État, enfin, qu'exerçait l'État, était au pire. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il ne faisait pas de différence entre les différentes classes
sociale. Ils mettaient tout le monde en prison, qu'on soit pauvre ou classe moyenne. But in many ways, there's an ongoing emergency for people who are from working class sections, or especially the peasantry, who are fighting for their rights. And but this is not visible in the mainstream media. Mais effectivement, même aujourd'hui, ce traitement continue, perdure, notamment parmi les classes pauvres, les paysans, par exemple, sauf qu'on ne le voit pas dans la plupart des journaux mainstream. Enfin, At the same time, I don't want to paint such a dark picture, because in many ways, the democracy that we do enjoy, even the people in the middle classes, and to some extent we have a voice our voice is able to be heard at some point. Which during the emergency ended, so I'm thankful that that kind of an emergency doesn't exist right now. C'est vrai qu'il ne faut pas que je peigne un tableau trop noir de la situation actuellement. Il est aussi vrai que les voix des classes moyennes peuvent néanmoins se faire entendre aujourd'hui. Et je suis très contente que l'état d'urgence n'existe pas aujourd'hui comme c'était le cas à l'époque. And also, I don't think that the Indian democracy is very different from so-called Western democracies, whether it's America or France or anywhere. There's always things that you're not allowed to talk about. Et je ne pense pas qu'il y ait une très grande différence entre la démocratie indienne et, par exemple, européenne, américaine. Dans tous les cas, il y a toujours un certain nombre de choses dont on n'a pas le droit de parler. And in fact, maybe the most repressive system of all is not the actual state machinery, but even the machinery of the marketplace. Peut-être le mécanisme le plus répressif, c'est pas vraiment le système démocratique étatique, c'est plutôt le mécanisme des marchés. Which is why films like these don't get seen in a much bigger context than they should be. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne voit pas les films comme ceci dans un contexte beaucoup plus large, comme il faudrait en fait. Alors s'il y a une question, je crois que ça va arranger Stéphane, qui me dit qu'il faudrait qu'on quitte la salle. Mais donc demain à partir de 20h, vous pouvez voir la suite du travail de Anand, toujours plus énergique. Et puis donc dimanche, sa masterclass ici même. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et donc les deux solutions pour, en quelque sorte, ne pas être pris en tenaille par ces deux modèles de lutte révolutionnaire, c'est d'une part la syndicalisation, donc qui sera le sujet de l'un des premiers films d'Anand, donc qui n'est pas montré, qui s'appelle A Time to Rise, qui est consacré à la constitution d'un syndicat au Canada, et bien sûr le cinéma lui-même, donc qui est cette arme aussi puissante de longue portée sur le long terme que évidemment non violente. Alors une autre caractéristique très importante de son engagement, c'est qu'il finance lui-même en grande partie ses propres films. C'est évidemment une condition de l'indépendance, donc il les finance grâce à son travail d'enseignant, de conférencier de par le monde, et c'est là encore quelque chose qui détermine la liberté absolue de son cinéma. Et puis un dernier trait dont il ne nous parlera peut-être pas non plus, c'est le fait qu'il chante, que ce soit sur scène ou pendant une catégorie de population indienne, ce qui nous fait évidemment beaucoup penser à une grande figure aussi de militant français qui est bien sûr René Vauthier. Alors, au nom de quoi cet engagement et comment? Alors c'est lui qui va nous le dire, mais je voudrais quand même mentionner cette formule superbe qu'il a eue à Sheffield en 2010. Il a dit « Idéologiquement, j'ai toujours été pris entre Gandhi et Marx. » Et je demeure ainsi. Donc Gandhi et Marx, évidemment, et Anand sont traversés, en dépit de leurs différences, par une même nécessité qui est de repenser le monde
à partir des plus déshérités, c'est-à-dire les plus pauvres des plus pauvres, voilà, qui exigent en quelque sorte de faire basculer tous les points de vue et de reprendre les choses à partir de leurs conditions à eux. Mais en même temps, évidemment, ce sont deux voies de combat extraordinairement opposées, antagonistes, donc la voie pacifiste et une voie qui n'exclut pas la montrer exclusivement des films que Anand a choisis lui-même, en pensant que ce seraient les films les plus pertinents pour un public, non pas français, mais en France. Et donc c'est une sorte d'autoportrait en programmation qu'il nous propose. Et je pense que beaucoup d'entre nous, au-delà d'un cercle de spécialistes, bien sûr, va découvrir à la fois évidemment une œuvre, mais aussi des pans entiers de l'histoire de l'Inde, beaucoup d'événements, de figures aussi politiques très, très méconnues. Tout jeune homme, Anand Padmanabhan a commencé par lutter en citoyen aux États-Unis, en Inde bien sûr, et au Canada. Il a été formé d'abord en tant qu'activiste, notamment aux côtés de militants agricoles. Et je voudrais dire que, outre son travail de cinéaste, je ne pense pas que lui nous en parle, mais son engagement va si loin qu'il a par exemple conduit dans les années 80 une grève de la faim, et pas pour ses propres intérêts, mais pour défendre. Merci beaucoup Muriel. Donc, je vais dire quelques mots à propos d'Anand pour saluer sa présence, le remercier beaucoup de sa présence. Il vient de loin, mais en passant par Londres. Donc voilà, il est absolument voilà, dans un moment où son œuvre est découverte et redécouverte en Occident. C'est une œuvre, vous allez le voir, de documentariste essayiste, extrêmement exigeante, rigoureuse et totalement ancrée dans les nécessités des luttes et des conflits et dans la nécessité, en quelque sorte, de s'élever à tout instant contre l'injustice, quelle que soit la nature de celle-ci. Anand réalise des films depuis 1971. Sa filmographie compte à ce jour une quinzaine de films de toute longueur, depuis quelques films qui durent 5 minutes, sous forme de vidéoclips, jusqu'à des grandes fresques de 3 heures. Et au cours de cet hommage, nous avons les manifestations. Et ça résonne évidemment beaucoup avec certains de ces films qui sont basés sur des chansons et aussi certains moments musicaux particulièrement beaux de son cinéma. Donc, ce qu'on va découvrir à partir de ce soir, donc programmé dans un ordre à peu près chronologique, voilà, c'est un cinéma qui, au cours des années, a en quelque sorte porté le fait de filmer du côté de sa nécessité civile. Et je vais terminer donc en citant Anand avant de lui laisser la parole. Je considère mes films comme les instruments d'un processus démocratique qui favorise le dialogue au-delà des fractures naturelles ou causées par l'homme, mais quand a lieu un dialogue virtuel entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas, c'est à ces derniers de choisir la forme et le contenu du dialogue. Et c'est à la réussite de cette tentative que l'on peut, selon moi, évaluer le succès de mes films. Voilà le critère selon lequel regarder cette œuvre.